Radio Soupante, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka que vous écoutez en ce moment, enfin on espère. Les presse-papiers, c'est fait. Les chansons des presse-papiers, c'est fait. Les citations, c'est fait. Et maintenant, ma camarade Pikikou va vous lire un extrait sur Kiki Smith. Ma camarade Pikikou, qui, vous le savez, depuis le temps que vous nous écoutez, c'est elle qui pioche dans les livres, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'informations pour construire une émission sur l'artiste dont on vous parle. Voilà. Ouais. Alors Kiki Smith, donc comme tu le disais tout à l'heure dans la présentation, c'est une artiste, c'est une sculpteure américaine contemporaine qu'on a pu rencontrer. Donc on a pu rencontrer l'œuvre à la Monnaie de Paris. Donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Et pour commencer, j'avais envie de lire un passage sur les sorcières. Kiki Smith a travaillé sur les femmes, sur le corps. Et il y a une œuvre dans cette exposition que j'ai vraiment aimée. C'est une femme qui est une implorante, en fait, qui est sur un bûcher. En fait, il y a plein de bûches en pyramide, de forme pyramidale. Et cette femme est au-dessus. Et en fait, elle avait répondu à un appel d'offres pour faire un monument, effectivement, à toutes ces femmes qui ont été brûlées par sorcellerie. Ouais. Et l'idée que ces monuments devraient être pratiquement dans tous les pays d'Europe. Exactement. Toutes les villes d'Europe. Donc voilà, son travail à elle n'a pas été retenu, elle a quand même créé sa sculpture. Et donc, je trouve qu'il y avait vraiment plus, cette œuvre était toute seule dans une salle un peu octogonale, vraiment mise en valeur. Et comme c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué, j'ai décidé de lire de chercher quelque chose sur ces sorcières. Alors le premier livre auquel j'ai pensé, c'est le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui est un livre écrit par des inquisiteurs qui répond à des questions et qui permet d'accuser les femmes. Bon, ce Malleus, je l'ai trouvé en version originale, je l'ai pas trouvé en traduction. Même si je sais qu'il existe parce qu'il y a eu des pièces de théâtre qui ont été montées dessus. Par contre, il y a Mona Chollet qui est plus connue, qui a sorti récemment un livre qui s'appelle la puissance invaincue des femmes, donc en parlant des femmes maintenant qui sont les nouvelles sorcières au XXe siècle. Moi, je l'ai eu devant moi. Et donc, voilà, j'ai trouvé quelques extraits de son livre et c'est cela que j'avais envie de lire pour parler de ces femmes qu'on disait sorcières. De nombreux hommes ont été exécutés pour sorcellerie, mais la misogynie a été au cœur des persécutions. Les sorciers sont peu de choses, assure le Malleus Maleficarum. Ces auteurs estiment que s'il n'y avait pas la malice des femmes, même en ne disant rien des sorcières, le monde serait libéré d'innombrables périls. Faibles de corps et d'esprit, animées par un insatiable désir de luxure, elles sont censées faire des proies faciles pour le diable. Les accusations ont longtemps épargné les classes supérieures et quand elles ont fini par les atteindre à leur tour, les procès se sont rapidement éteints. Auparavant, les ennemis politiques de certains notables dénonçaient parfois comme sorcières les filles ou les épouses de ces derniers parce que c'était plus facile que de s'en prendre directement à eux. Mais dans leur grande majorité, les victimes appartenaient aux classes populaires. Elles se retrouvaient aux mains d'institutions entièrement masculines, interrogateurs, prêtres ou pasteurs, tortionnaires, gardiens, juges, bourreaux. On imagine leur panique et leur détresse, d'autant plus qu'elles affrontaient en général cette épreuve dans une solitude totale. Certaines accusées étaient à la fois des magiciennes et des guérisseuses, un mélange déconcertant à nos yeux, mais qui allait de soi à l'époque. Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des filtres et des potions, mais elles soignaient aussi les malades et les blessés, ou aidaient les femmes à accoucher. Elles représentaient le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avaient toujours été des membres respectés de la communauté, jusqu'à ce qu'on assimile leurs activités à des agissements diaboliques. Plus largement, cependant, toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseurs de sorcières. Répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d'une quelconque manière suffisait à vous mettre en danger. Dans une logique familière aux femmes de toutes les époques, chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous. Il était suspect de manquer la messe trop souvent, mais il était suspect aussi de ne jamais la manquer. Suspect de se réunir régulièrement avec des amis, mais aussi suspect de mener une vie trop solitaire. L'épreuve du bain le résume bien, la femme était jetée à l'eau, si elle coulait, elle était innocente, si elle flottait, elle était une sorcière et devait donc être exécutée. On retrouve également beaucoup le mécanisme du refus d'aumône.
Les riches qui dédaignaient la main tendue d'une mendiante et qui ensuite tombaient malades ou souffraient d'une infortune quelconque s'empressaient de l'accuser de leur avoir jeté un sort, transférant ainsi sur elle un obscur sentiment de culpabilité. Avoir un corps de femme pouvait suffire à faire de vous une suspecte. Après leur arrestation, les accusés étaient dénudés, rasés et livrés à un piqueur qui recherchait minutieusement la marque du diable, à la surface comme à l'intérieur de leur corps en y enfonçant des aiguilles. N'importe quelle tache, cicatrice ou irrégularité pouvait faire office de preuve et on comprend que les femmes âgées aient été confondues en masse. Cette marque était censée rester insensible à la douleur. Or, beaucoup de prisonnières étaient si choquées par ce viol de leur pudeur, par ce viol tout court, qu'elles s'évanouissaient à moitié et ne réagissaient donc pas aux piqûres. En Écosse, des piqueurs passaient même dans les villages et les villes, en proposant de démasquer les sorcières qui se dissimulaient parmi les habitantes. En 1649, la ville anglaise de Newcastle-upon-Tyne engagea l'un d'eux en lui promettant 20 shillings par condamné. 30 femmes furent amenées à la mairie et déshabillées. La plupart, quelle surprise, furent déclarées coupables. Voilà, bon, c'est un livre qui livre un book assez important, hein, qui parle donc de toutes ces femmes et qui va parler maintenant au XXe siècle, qui sont les sorcières. Voilà, ça c'est un peu une aparté, c'est un peu en dehors de l'exposition, mais je trouve que c'était important de rappeler tout ce qu'on appelait tous ces procès en sorcellerie, quoi. Quelle belle civilisation que cette civilisation occidentale judéo-chrétienne. Franchement, c'est hallucinant, enfin, de penser que... Mais tout ça ça s'est transformé au cours des siècles, au cours des ans. Aujourd'hui, on a toujours des procès en sorcellerie qui sont un peu déplacés, qui sont souvent des procès politiques, voilà, où des minorités sont mises en accusation. On a les Roms aujourd'hui en France qui sont... Moi, j'ai vécu dans un village provençal pendant 25 ans. Alors, on employait des familles roms pour des travaux agricoles, mais on leur interdisait de se servir des fontaines du village qu'on coupait. Quand ils étaient là, ils n'avaient pas le droit, donc pour trouver de l'eau, il fallait qu'ils se démerdent, voilà, pour se laver, etc., faire leur cuisine, laver leur linge, il fallait qu'ils fassent des kilomètres pour trouver de la flotte dans les villages voisins ou ailleurs. Enfin, dans le village où j'étais, par contre, on fermait les fontaines. Ouais. Oui, voilà. Alors, bon, on s'écarte un petit peu de l'exposition, mais effectivement, j'ai trouvé cette sculpture tellement forte que j'avais vraiment envie de revenir sur ce thème des sorcières. Mm-hmm. Voilà, non, mais je peux répondre à ce que tu viens de dire, qu'on s'écartait. Non, on s'écarte pas. Il y a toujours des boucs émissaires, parce que les sorcières, c'est rien de plus que des boucs émissaires. Tout à fait. On peut dire. Bon, ben, les boucs émissaires, il n'y a plus les sorcières maintenant, parce que plus personne n'y croit. Enfin, quoique, dans certains coins reculés de France, on y croit encore très fort. Mais par contre, on a tout à fait des gens, des Roms, des Arabes dans les villages qui viennent comme travailleurs agricoles, etc., qui peuvent faire office de sorciers. And ring the bells out, ding dong, the merry o. Sing it high, sing it low, let them know the wicked witch is Ding Dong, The Witch is Dead, la chanson du magicien d'Oz. Et vous êtes toujours sur Radio Soupant, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, consacrée pour sa partie artistique à une artiste américaine extraordinaire, de mon point de vue en tout cas, Kiki Smith, voilà, dont ma camarade va vous conter la vie. Ouais, on va raconter un petit peu sa bio, hein, voilà. Donc Kiki Smith, c'est pour une fois on parle d'une artiste contemporaine,
Ça nous arrive pas souvent, donc c'est important, c'est important de le souligner. Kiki Smith est née en 1954. Son vrai nom, c'est Chiara Lanier Smith. Elle est née à Nuremberg, donc en Allemagne de l'Ouest, et elle est la fille d'une actrice et chanteuse d'opéra américaine qui s'appelle Jane Lawrence Smith, et elle est la fille de Tony Smith, qui lui est architecte et artiste américain. Alors ils disent précurseur du minimalisme. Ouais. Donc un an plus tard, les Smiths emménagent dans la maison de famille paternelle, donc c'est dans le New Jersey. Et là, c'est la naissance de jumelles. Donc en fait, on va retrouver donc 3 sœurs qui ont pratiquement le même âge. Donc les 2 sœurs s'appellent Seton et Béatrice. Et la maison familiale est fréquentée par de nombreux artistes, comme c'est souvent le cas dans les familles artistiques, dont Barnett Newman et Jackson Pollock. Donc Kiki Smith et ses sœurs aident un petit peu leur père dans ses projets artistiques. On voit d'ailleurs, il y a des photos. Donc lui travaille sur des polygones. Donc elles sont là le soir, elles font des pliages de papier pour qu'ils puissent sûrement avoir une idée de ce que peut donner ces créations, quoi. Donc en 1974, donc après avoir vécu à San Francisco, Kiki Smith entre à la Hartford Art School, c'est dans le Connecticut. Après, elle va s'installer à New York et elle va intégrer un collectif d'artistes qui s'appelle le Collab. C'est Collaborative Project. Donc là, elle va prendre part à la scène underground new-yorkaise. Elle va faire un voyage en France, elle va aller à Angers. Et ça sera un voyage important parce qu'à Angers, elle va aller voir la tapisserie de l'Apocalypse, donc ce chef-d'œuvre de l'art médiéval qui va l'inspirer pour un travail futur, quoi. Elle participe donc à de nombreuses expositions avec ce groupe Collab. Et elle commence à travailler sur le corps humain et ses organes. C'est un sujet qui va l'intéresser longtemps. Elle s'inspire pour ça d'un ouvrage célèbre qui est d'Henri Gray, qui est un ouvrage d'anatomie. Son père meurt, il a 68 ans, donc il meurt relativement jeune. En 1983-87, c'est une première exposition personnelle. Donc c'est dans un espace alternatif de la scène artistique new-yorkaise. Et là, en fait, elle va suivre aussi une formation dans le domaine de la médecine d'urgence. Donc, je pense que c'est toujours par rapport à son intérêt sur le corps humain et ses organes. Elle prend également des cours de design textile, de sérigraphie sur soie, et elle va s'emparer de plein de matériaux. Ça, on va vraiment le voir dans l'exposition. Elle peut travailler le plastique, la terre, le papier japonais, le bronze. On a vu aussi le verre. Enfin, vraiment, elle a vraiment une part active. Ces matériaux c'est fort pour elle, quoi. 1988, donc sa sœur Béatrice meurt. Elle a des suites de complications de sida. Voilà, elle va faire diverses expositions. Elle travaille aussi dans les années 90 dans une fonderie d'art à Santa Fe. Et là, en fait, elle explore les liens entre l'être humain, la nature et les animaux. On verra que c'est à travers plusieurs sculptures en bronze. Elle va aussi voyager en Irlande. Elle est passionnée par justement tous les travaux celtiques. Et tout ce qui est sur l'or, sur l'argent, sur toutes ces formes, ces entrelacs, sur les bijoux, effectivement. Les médailles. Après, donc de la figure humaine, en fait, elle va aussi passer à une représentation de figures célestes. Voilà, donc elle expose en fait régulièrement. Elle va exposer, je crois, au MoMA aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui vit encore et qui donc travaille activement. Même maintenant, qui a un atelier, je crois, on a vu à Philadelphie, et qui aime bien, en fait, c'est ça qu'on voit dans un petit film aussi, qui aime bien finalement travailler chez elle dans son salon et sur sa table de cuisine. Oui, j'adore. Voilà, donc elle continue, et là, à la Monnaie de Paris, c'est sa première exposition importante, en fait. Hein. En France. En France, bien sûr. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui vend régulièrement, elle expose, elle a visiblement aucun souci financier au vu de la taille de son atelier à Philadelphie, enfin des commandes qu'elle a, mais c'est quelqu'un qui va être inspiré et qui est vraiment aussi habité par son travail, quoi. Oui, ouais, c'est une artiste merveilleuse. Là, j'ai eu un vrai choc, ce qui m'arrive assez rarement, mais là, oui, vraiment, un vrai choc, parce que dans son travail, il y a dans la réalisation, je ne parle pas dans l'inspiration, mais dans la réalisation de son travail, il y a une sorte de minimalisme que j'adore, parce que
ça fait, c'est pas un truc intellectuel, prise de tête et compagnie, art contemporain, pas du tout. Et des formes qui sont, par exemple, dans ces sculptures, c'est d'une simplicité biblique. Enfin, c'est très lisse, c'est très. Quand elle fait des femmes, comme par exemple cette Sainte Geneviève qui sort du corps du loup. C'est pas une belle femme, pas du tout. C'est pas une nymphette ou une femme parfaite avec un corps. Non, c'est une femme avec un corps de femme d'un certain âge déjà, et avec des hanches larges, avec des seins qui tombent légèrement, etc., etc. Mais voilà, c'est pas. Et dans tout son travail, c'est un peu ça, parce que ce qu'évoquait pour vous ma camarade sur cette sorcière qui va se faire cramer, le choc a été aussi très important, ce contraste entre un bronze et ce tas de fagots, c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant. Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Je serai chevalier, le lendemain pompier, je commanderai une armée, un jour tyran et l'autre flanc. Je jouerai ma vie sur des parties de billes, je passerai mon temps à charmer les passants. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes d'étoiles qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Voilà, les contes de fées interprétés par le groupe Les Frangines. Les contes de fées, parce qu'effectivement, ces contes de fées ont largement inspiré Kiki Smith durant toute son œuvre, quoi, pendant toute son œuvre, et continue de l'inspirer. On verra, voilà, à travers plusieurs médiums, que ce soit sur des papiers, sur des estampes ou sur des sculptures ou ces tapisseries. Ouais. Alors juste un petit mot, revenir sur la Monnaie de Paris. C'est vrai que c'est un musée c'est un bâtiment
bâtiment qu'on a découvert, hein, pourtant c'est un bâtiment qui est ancien, hein, c'est une manufacture royale, mais pendant 200 ans c'était interdit au public. Donc en fait c'est simplement en 2017 que cet espace a été ouvert aux expositions et qui est un musée qu'on appelle le 11 quai de Canty. Donc l'intérêt aussi d'être dans ces expositions, c'est que ça nous permet de découvrir les salles de ce bâtiment, qui sont des salles, de très belles salles parquetées avec voilà, du marbre, et qu'il y a toute une explication aussi sur les différentes cours. On peut voir même encore les attaches pour les carrosses avant qu'ils venaient frapper, qu'ils venaient récupérer de la monnaie. Donc c'est bien de pouvoir découvrir ce lieu également. Et du coup, il y a beaucoup d'espace. Donc l'exposition est sur plus de 2000 mètres carrés avec une centaine d'œuvres. Ouais. Oui, enfin, par rapport à la production de cet artiste, c'est peanuts. Oui, parce qu'on voit effectivement après dans les petits films qu'elle fait beaucoup plus de choses. Là, je pense que c'était des œuvres un peu caractéristiques, emblématiques de son travail. Donc effectivement, des œuvres, il y a déjà des œuvres dans la cour. Il y a je crois que c'est ça, il y a une jeune fille qui est dans la cour assise là, quand on arrive. Ouais. Hein, c'est voilà. Et il y a après, on arrive. Bon, ça j'aime moins. C'est au-dessus de l'escalier central. Là, il y a une œuvre en métallique. Je sais pas, c'est une œuvre métallique qui a un agrandissement de ses bijoux. Je pense que ça, c'est tout ce qui est d'inspiration irlandaise justement sur ce qu'elle a vu avec le travail en Irlande. Et la première salle après dans l'exposition est une très belle salle. Une salle avec un carrelage, un carrelage, et là ça s'appelle sleeping, et enfin c'est des animaux et des enfants qui sont au repos, alors des jeunes filles qui sont endormies, ouais, avec des moutons qui veillent un peu sur ces jeunes filles, quoi. Oui, ce sont des bronzes très curieux. J'ai jamais vu des bronzes comme ça avec des patines telles que celle-là. Voilà, c'est des patines mates, couleur un peu un rouge comme les rouges de terre cuite. Voilà, c'est très curieux, mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est la façon, parce qu'elles sont allongées sur le sol, voilà. Et ça, c'est rare de voir des sculptures comme ça, enfin en tout cas des sculptures contemporaines, parce que c'est assez réaliste, hein. Bon, il y a toujours ce petit côté quand même un petit peu ailleurs. Parce que, comme l'a souligné ma camarade, elle est de descendance irlandaise. Et ça se sent quand même dans le travail qui est un petit peu, qui cohabite avec un peu de folie irlandaise. Voilà. Les Irlandais, ils sont toujours dans les histoires, les contes, etc. de leur folklore, en tout cas. Voilà. Et elle n'y échappe pas du tout. Hein. Ouais. Alors en fait, au départ, cet ensemble était fait pour être plutôt mettre au sein d'un espace vert. Effectivement, ouais. Il serait adapté sur une pelouse. Voilà. C'est ça, surtout avec les moutons autour. Ouais, non, c'est cette notion cette histoire irlandaise, ça ressort dans à peu près toutes ses créations, et particulièrement dans ses tapisseries. Qui cohabitent avec du fantastique, avec de la magie, avec des choses comme ça, complètement irréelles. Voilà. Voilà, et ces tapisseries donc, ont été inspirées donc, de l'Apocalypse qu'elle a vu à Angers, et également de tapisseries de l'Ursa qu'elle avait vues. Je trouve que le dessin est forcément plus moderne que l'Apocalypse. Ah oui, non, parce qu'à Angers, il y a l'Apocalypse médiéval, mais il y a aussi l'Apocalypse de l'Ursa, qui est vraiment très très loin dans la figuration de l'image de celle de l'Apocalypse médiéval, mais qui est très très intéressante aussi. Voilà. Et ce qui est dans ces tapisseries, justement, alors sa façon de travailler, elle travaille à partir de découpage, hein. Elle prend du papier, elle coupe, elle redessine, et après il y a ceux dont c'est le métier qui fabriquent, qui tissent effectivement ces tapisseries, quoi. Et c'est ça, quand dans le petit film, toujours ce même petit film, on la voit justement en train de faire le montage de toutes ces tapisseries, quoi. Oui, et elle a une certaine liberté, parce que comme pour ses sculptures d'ailleurs, elle travaille en coupant, en cassant, etc., en reconstituant. Si un bras lui plaît pas, elle le fout en l'air, elle le bidouille, elle le recolle, etc., etc. Il y a un autre sculpteur qui fait ça aussi, dont on avait parlé, je me souviens plus, enfin bref, du nom, mais il y avait un sculpteur qui faisait ce souci avec les plâtres, et elle fait ça à peu près avec tout ce qu'elle fait. Et c'est vrai que c'est, si vous voulez, le collage, quand vous faites un dessin, s'il y a un morceau qui vous plaît pas,
au lieu de refaire le dessin ou de gommer ou je sais pas quoi, et ben vous découpez, puis vous remettez un bout de papier que vous redessinez, etc. Voilà, moi je trouve que c'est une technique, si vous voulez, de travail qui est assez intéressante, assez enrichissante. Ouais, alors c'est un cycle, il y a 12 tapisseries, il n'y en a pas 12 là qui sont exposées, mais il y en a combien? Il doit y en avoir 5 ou 6, Ouais. Mais bon, c'est déjà des très belles pièces, quoi. Oui, des très belles pièces. Et on n'avait jamais vu de tapisserie de ce style, quoi. C'est marrant parce que ce sont des tapisseries, mais elles sont très loin dans la technique, en tout cas dans le rendu des tapisseries traditionnelles, des tapisseries qu'on a l'habitude de voir et qu'on appelle des tapisseries. Voilà. Pourtant, ce sont des tapisseries. Ouais. Alors c'est vrai que dans cette exposition, il y a des œuvres qui sont plus petites, qu'on peut voir derrière des vitrines, avec, ça peut, parce qu'en fait, comme elle était d'abord passionnée par le corps humain, les organes, par le corps féminin, ensuite par le monde céleste, par le monde des contes, ça depuis tout le temps, par la nature. Donc il y a un enchevêtrement de toutes ces inspirations. Donc elle a travaillé plein de matériaux. Pour elle, le matériau est vraiment très très important. Et on peut voir, donc par exemple, on peut voir un pied avec des morceaux de verre, on peut voir une langue dans une... bon, ça c'est pas forcément ce que moi j'ai le plus aimé, non. De même que dans ces sculptures en bronze, comme tu disais, les visages sont souvent très lisses. Moi, ça m'a un petit peu dérangé. Sans aucune expression. Ce côté ultra lisse. Et on la voit quand elle travaille, elle passe des heures aussi à retravailler, justement à lisser son travail, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a un enfant qui est une sculpture assez imposante, un bronze, justement techniquement, comme le vient de le décrire un camarade, et qui ressemble à un Balthus. C'est marrant parce que bon, mais c'est aussi un enfant. C'est une sculpture assez massive, en bronze doré, mais qui n'exprime rien. Voilà. C'est aussi ce qui me séduit un peu dans son travail, c'est que elle ne recherche pas forcément l'expression. Voilà. Ce qu'elle recherche, c'est l'image qu'elle va montrer, le contexte un petit peu curieux ou fantastique, etc. Mais les figures qu'elle montre sont complètement... même si elle fait un l'animal, parce que dans ma tête, j'ai une tapisserie où il y a un renard, mais le renard... voilà, il est là, on voit que c'est un renard, mais sans rien de plus. Vous voyez, c'est votre imagination qui est invitée à travailler, à lui donner une expression dans le contexte où il évolue, etc. Voilà, ça, j'aime beaucoup ça. Alors, elle a quand même des références bibliques, particulièrement par rapport aux femmes et aux saintes. Elle est quand même passionnée par la Vierge Marie, hein, dont elle reparle. Ça, c'est l'Irlande. Voilà. Et donc, la sculpture dont tu parles s'appelle Annonciation, en fait. Elle a été faite en 2010. Laquelle cet enfant qui ressemble à Balthus, avec cette grosse tête. Et elle dit qu'elle l'a imaginé après la rencontre fortuite avec une artiste qui portait un costume d'homme et des cheveux courts. Et pour elle, l'allure lui a évoqué l'autoportrait aux cheveux coupés de Frida Kahlo. Voilà. Et qu'elle pensait aussi l'Annonciation en référence à l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel. Enfin, voilà, elle a mélangé plusieurs inspirations. Mais elle dit aussi que ça peut être aussi l'inspiration de l'artiste, tu vois, avec toute cette énergie qu'il y a autour. Enfin voilà, il y a des fois des textes qui sont quand même un petit peu longs à côté des sculptures pour expliquer. C'est pas forcément nécessaire, je pense, parce qu'on peut aussi nous y mettre autre chose. Oui, là, c'est même un peu contraire à l'esprit qu'elle développe dans son œuvre. C'est-à-dire que elle sollicite la participation des spectateurs, à leur participation, qui est une participation inventive de ce qu'elle a voulu dire, rajouter des choses, mais vous-même. Moi, je crois que c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans son travail, c'est justement, elle est neutre, voilà, hein, elle vous explique pas tout. Moi, je déteste les artistes qui vous expliquent tout comme si vous étiez un imbécile heureux. Voilà. Ah oui, non. Les gens qui vont regarder mon exposition sont des nuls, donc il faut bien leur expliquer mon travail, etc., mais pas avec des textes, évidemment, mais quoi que c'est maintenant dans l'art contemporain, c'est ça, voilà. Il vous présente une tringle à rideau, mais avec 5 pages de texte pour vous expliquer pourquoi ce que cette tringle à rideau peut avoir d'intéressant à être exposé, voilà. Elle, c'est pas du tout ça, hein. Parce qu'il y a un vrai travail une vraie réalisation sculpturale ou picturale
ou graphique, etc., etc. C'est pas fait n'importe comment, n'importe quoi. Elle travaille longtemps sur ces sujets jusqu'au moment où elle s'estime en accord avec ce qu'elle montre. Voilà, c'est ça. Si on sait qu'il y a du fond. Et puis je vois qu'il fait une petite erreur, donc ça m'arrive assez souvent. Quand j'ai parlé de cette femme qui sortait du ventre d'un loup, tu peux rectifier ma bêtise? Non, mais en fait, bon, toi tu as parlé de Sainte-Geneviève, c'est parce que Sainte-Geneviève c'est un autre travail, c'est un travail graphique sur du papier népalais. Il y a beaucoup d'œuvres sur du papier népalais, des collages. Des grands collages, mais il y a des papiers népalais qui font, je sais pas, 3 mètres sur 2, enfin, qui sont vraiment c'est des grandes surfaces sur lesquelles elle travaille au crayon, à l'encre. Non, elle travaille à part sur un autre papier où elle dessine, qu'elle découpe et qu'elle colle sur ce papier népalais. Voilà. Et donc, la personne qui sortait du loup, c'était pas Sainte-Geneviève. Comme elle est passionnée par les contes, on pouvait dire que c'était le petit chaperon rouge qui pouvait ressortir du ventre du loup quand le chasseur ouvre le ventre du loup. Ça pouvait, il comparait aussi à Vénus qui sortait de la mer avec son coquillage. Enfin, après, voilà, chacun projette aussi quand même ce à quoi ça lui... Et moi, j'ai projeté Sainte-Geneviève. Voilà, Sainte-Geneviève, donc non, c'est intéressant parce que elle a fait tout un cycle sur Sainte-Geneviève. Alors Sainte-Geneviève, on peut rappeler que c'est la patronne de Paris, hein, et il y a l'histoire de l'histoire de Sainte-Geneviève, c'est qu'à 19 ans, quand Attila menace d'envahir la ville, Geneviève va parvenir à dissuader la population de prendre la fuite. La population voulait fuir et elle va dire maintenant il faut que vous résistiez, il faut résister. Et donc à partir du XVe siècle, Geneviève est souvent représentée en vierge pastourelle avec des moutons et des loups. Et du coup, comme la population n'a pas fui et qu'Attila n'est pas passé par Paris, on dit que Sainte-Geneviève protège Paris, quoi. Et on peut la voir à Paris, c'est dans le 4e arrondissement, il y a une sculpture de Sainte-Geneviève sur le pont, à côté du pont Marie, enfin des ponts, voilà. D'accord. Vous êtes au jus les provinciaux là. Ouais. Et moi il y a d'autres choses que j'ai bien aimées aussi, c'est une série d'estampes qui est à la fin de l'exposition elle appelle Blueprints. Blueprints, voilà, série, et là c'est un peu effectivement dans des tons un peu bleus. C'est une série de 15 gravures, et là ça fait penser à des illustrations de livres pour enfants avec des contes où on peut retrouver justement Dorothy du Magicien d'Oz. On peut retrouver, on retrouve la Vierge Marie, on peut retrouver plein d'autres enfants, des contes qu'on a l'habitude de lire, quoi. Donc une technique de plus à son crédit. Voilà, c'est de l'aquatinte, hein. C'est une technique d'aquatinte, et je pense que c'est justement pour avoir un peu ces couleurs un peu douces, non? Oui, probablement. Non, c'est voilà. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup une dominante dans ces animaux, c'est les oiseaux de proie qu'elle a traités de toutes les manières possibles. Il y a des bronzes, il y a des aluminiums ou des étains, je ne sais plus, il y a de l'or, enfin en tout cas doré, etc. Petits, plus grands, au plafond, dans des vitrines. Voilà, sur des médailles, elle a fait vraiment tout un florilège d'animaux, mais de rapaces. Voilà. Elle semble aimer beaucoup les rapaces. Mais pas seulement les rapaces diurnes, mais les rapaces nocturnes aussi. Oui, tout à fait. Alors il y a des choses que j'ai moins aimées sur le métal, par exemple. À un moment, elle travaille sur la peau, donc c'est une plaque d'aluminium qui représente la peau. Bon, ça, avec des petits carrés, oui. Là, ça, oui, ça je trouve pas ça très intéressant. Il y a une femme pliée qui est pliée en deux, en fait, la tête et les bras qui touchent les jambes, et là avec tout un circuit de colliers de perles par terre qui représente un peu les fluides humains. C'est ça. Il y en a une autre avec ses asticots là. Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a des asticots aussi, effectivement. Mais c'est pas morbide, en fait. Non, c'est pas morbide. Sauf l'écorché là, quand même, l'écorché féminine là. Il y a une tête c'est d'écorché. quand même un peu trash. Hein, voilà. C'est la tête, hein. Il n'y a que la tête. La tête de l'écorché. Et il y a un Christ aussi avec. C'est une femme qui est sur la croix, sauf qu'elle a le haut du corps qui retombe, et la particularité de cette sculpture, c'est qu'elle avait commencé à travailler avec ses voisins, donc elle a représenté le bas du corps, c'est son voisin, et comme le voisin était plus disponible, le haut du corps c'est elle, quoi. Et ça, je crois que c'est en papier craft. Elle a travaillé un peu sur du papier craft, et ça, par contre, j'aime bien ce matériau, quoi. Oui, tout à fait, le craft. Oui, voilà.
c'est une artiste vraiment un peu touche à tout, mais elle touche à tout de génie. Et encore une fois, je vais vous saouler, mais vous avez l'habitude, vous avez ce qu'il faut pour vous soigner. Et je vais vous saouler en vous répétant que, voilà, c'est pour moi, si je veux expliquer l'intérêt que j'ai pour son œuvre, c'est qu'elle laisse son œuvre, elle laisse une place énorme à votre propre imagination. C'est-à-dire que vous pouvez, vous faire votre petit cinoche devant chaque œuvre et puis l'interpréter comme vous voulez. Elle ne vous dicte pas ce que vous devez connaître, savoir ou voir. Elle vous laisse, voilà, à vous de vous débrouiller pour ressentir ou ne pas ressentir, comprendre ou ne pas comprendre, voir ou ne pas voir ce que son œuvre véhicule. Voilà, c'est ça, j'ai traduit mon intérêt pour l'œuvre de cet artiste de cette manière. Voilà, en plus, donc effectivement, le petit film qui est présenté nous permet de la voir dans ses ateliers et qui travaille et qui est passionné, et on sent un petit peu sa personnalité, de même que je mettrai en lien, elle est passée à France Culture, à la Grande Table, et donc elle parle de son boulot, et je trouve qu'on sent bien, justement, elle a une simplicité, voilà. elle a pas la grosse tête. C'est la simplicité de son œuvre. Voilà. Et il y a aussi un point important qu'elle divulgue, enfin elle n'était pas obligée de le faire, hein, c'est qu'elle ne préconçoit pas son œuvre. Elle ne fait pas de croquis, elle ne pense pas à la finalité de l'œuvre, ce qu'elle veut représenter. Non, elle se laisse guider, comme elle le dit, elle se laisse guider par l'art, voilà. Elle commence un travail et au fur et à mesure, elle le rechie, elle le construit, elle le déconstruit, elle le fait, elle le refait en plus petit, en plus grand. Mais beaucoup d'artistes, avant de se mettre au turbin, ils font des croquis, ils font des essais, ils font etc., etc. Elle, pas du tout. Elle y va comme ça, elle démarre sans a priori, sans préconçu, sans rien. Et puis elle va jusqu'au bout. Et ça, je trouve cette démarche complètement... pour moi, en tout cas, complètement, comment je peux dire, je ne peux pas encore dire génial ou machin, parce que c'est pas du tout de cet ordre-là, mais libre, enfin cette liberté de faire, un peu comme les enfants. Les enfants, avant de faire des dessins, ils vont pas faire des croquis pour savoir ce qu'ils vont faire comme dessin, ils dessinent, voilà. Il y a des artistes comme mon idole Hamsuddin. Hein, il n'a jamais fait un croquis de sa vie, jamais fait une gravure non plus. Il a fait que de la peinture, mais il dessinait, il peignait à l'imprimate. Paf, il prenait sa palette, ses pinceaux, plaf, 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 plaf. Et voilà, c'était fait. Voilà, je pense qu'on vous a fait sentir, et j'espère ressentir un peu le travail de cet artiste. Moi, je le redis, hein, tout ne m'a pas plu, mais ce qui m'a plu m'a énormément plu, quoi. Donc ça mérite le détour justement pour rencontrer ce travail qu'on verra peut-être pas de sitôt. Oui, surtout si comme nous vous marchez à pied en sortant de l'exposition sur les quais, c'était gris, hein. Il n'y avait pas de soleil, non, voilà. Il y a un peu de grisaille, un peu de petite pluie fine, et vous déambulez jusqu'à je ne sais plus où, sur les grands boulevards. Non, jusqu'à Hôtel de Ville. Jusqu'à Hôtel de Ville, où on a dégoté un petit rade, très sympa, c'est à Saint-Paul. À Saint-Paul, ouais. À Saint-Paul, où on a mangé, devinez quoi? Marie, je vous demande 2 pizzas. Une pizza végétarienne pour ma camarade et une pizza napolitaine pour ma pomme, avec un petit coup de rouge italien. Et croyez-moi, on était réjouis tous les deux. Et là, ma camarade, comme toujours, elle a dit: oh non, je ne vais jamais pouvoir manger ça, c'est une pizza, etc. Enfin, là, c'est un petit peu de croûte, comme bon. Elle a mangé toute la pizza quand même. Voilà, c'est ça les balades à Paris. C'est qu'on va, en général, jusqu'au lieu de l'exposition en faisant 2-3 km à pied. Et on en revient, même punition, même motif, mais en fin de compte, comme on y va souvent le vendredi, on sait un petit resto. Ouais, enfin là, ça nous a permis de voir que vendredi, avant d'arriver à la Monnaie de Paris, c'était jour de manif.
et qu'à 11h du matin, il y avait déjà une armada sur 3-4 ponts de CRS qui étaient là avec leurs grands boucliers, leurs grands trucs en plastique. Non, des là, trucs, des grilles pour fermer pour les tout bloquer, accès qui avaient peur des manifestants et qui bloquaient déjà 3-4 ponts de Paris, quoi. Ouais. Il était 11h du matin et ils étaient là en train de s'affairer. Enfin, ouais, alors que la manif commençait à quelle heure déjà? 1h? je pense qu'elle commençait de bonne heure quand même. Elle commençait de bonne heure, elle devait passer place du Châtelet. Alors c'était pile sur notre chemin. Et ce qui est curieux, c'est qu'en sortant de l'expo, ils n'étaient plus là. Voilà. Alors, allez y comprendre quelque chose. Ah ouais, mais alors fallait aller voir à 11h du matin, là, tous ces cars sur tous les ponts, là, en enfilade. Des dizaines de cars, les mecs en train d'installer ces espèces de grilles énormes. C'était quand ils veulent boucler, maintenant c'est terrible parce qu'ils ont des gros camions qui posent ces grilles. Et alors là, pour les franchir, hein, Walou, hein, Ouais. vous êtes, quand vous êtes enfermé, vous êtes enfermé. Et en plus, avec quand même un CRS avec sa mitraillette là, devant l'entrée du pont, enfin, on se croirait vraiment dans un régime pas de dictature, mais presque. Quoi. Il est là, campé sur ses pieds avec sa mitraillette à l'entrée du pont. Comment Là. on peut tolérer dans un pays comme le nôtre, une démocratie quand même, hein, Ça, comme insistent nos politiques qui sont à la manœuvre, comment on peut tolérer que dans les rues des individus se baladent avec des armes de guerre. Alors, vous imaginez, hein, ils ont des armes de guerre, c'est-à-dire que le type, mettons que un policier est fatigué, parce que ça fait quand même plus d'un an et demi qu'ils sont au turbin avec les gilets jaunes, etc., qu'il y en a un qui pique une crise de nerfs et qui commence à décharger son fusil mitrailleur sur les passants. Ça peut arriver. Eh ben oui, personne n'y pense. C'est normal, on passe à 1 mètre d'un mec qui a un fusil mitrailleur dans la main, et puis voilà, ça a l'air d'être tout à fait naturel. Moi, je me sens pas rassuré, je dois le dire tout de suite. C'est normal, toi, t'es fiché, enfin, quoi. Oui, courageux, mais pas téméraire, hein, quand même. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant y est pas. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant y est pas. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Les blancs s'en vont le long de la rivière. Les blancs s'en vont, les rouges resteront. Les blancs s'en vont le long de la rivière. Les blancs s'en vont, les rouges resteront. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, au bord de la rivière. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, au bord de la rivière. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, de la rivière. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, de la rivière. Je mène les loups, loin de chez vous. Les loups, une chanson interprétée par Camille. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins sans Foile, sans Loi et sans Corbette, l'émission à racaille, qui va se faire ses coucous. Mais avant, ma camarade Piquécou va vous causer dans le poste de la culture, du cinéma, des expos, et patati et patata. Alors, la culture, donc les expositions. Les expositions, on est toujours un petit peu dans les mêmes. Alors, je rajouterai l'exposition qu'on n'a pas vue et qu'on n'ira probablement pas voir, c'est Huysmans au musée d'Orsay, mais ça peut être quand même intéressant. Huysmans a beaucoup écrit et je crois qu'il avait une collection personnelle d'œuvres qui doit être exposée.
On peut rappeler au Grand Palais, Toulouse-Lautrec et le Gréco. Alors ça se termine quand même bientôt, début février. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, Jules Adler. Au don à Vannes, au musée de la Cohue jusqu'au 8 mars. Notre émission de la semaine dernière au musée Rodin, Barbara Epworth, une sculpteur, donc jusqu'au 22 mars. Frapper le fer au musée du Quai Branly jusqu'au 29 mars. Et une exposition à Vernon jusqu'au 2 février, Christian Zeimer qui fait des peintures des peintures humoristiques. Enfin, ouais. Moi, à mon avis, elles ne sont pas humoristiques, mais enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Il fait des. C'est pas des. Comment on appelle ça, les choses là? Oui, c'est à partir de jeux de mots en fait. C'est des jeux de mots, des calembours. Voilà, des calembours, une peinture de calembours. Et il avait travaillé, était dans un groupe avec Topor. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'humour. Le gars a l'air sympa. Voilà, pour les expositions. Les livres, eh ben, on n'a pas terminé le bouquin cette semaine. Donc voilà, pourtant on a la lecture avec notre colis qu'on a reçu et nos 2 livres à lire sur Louise Weber, dit la Goulue et les souvenirs de Jeanne Avril. Mais pour l'instant, on en parlera un petit peu plus tard. Le culturel, alors à voir. Moi, j'ai plongé dans une série d'Arte. J'ai bien mal m'en appris. C'est la série Escale Fatale qui est diffusée en ce moment le jeudi soir. C'est une très bonne série. C'est sur un centre de réfugiés en Irlande et avec qui dénonce tout un réseau de prostitution qui tourne autour de ce centre de réfugiés. Ça m'a foutu le bourdon et il a fallu que j'aille quand même jusqu'au bout parce qu'en fait, tant que je ne voyais pas que ce réseau était démantelé, j'étais pas sereine. Mais c'est très très bien filmé et c'est très très bien interprété. Il y a quelques femmes là, cette femme c'est tout un réseau de prostitution avec des Nigérianes et il y a une femme là qui est une maman qui a 2 garçons qui jouent merveilleusement bien. Il y a une policière aussi parce que c'est un thriller, parce qu'on va retrouver une jeune réfugiée morte. Et vraiment, c'est comme du cinéma, quoi. C'est vraiment donc c'est Joe Splain qui écrit des polars, qui a écrit cette série d'Arte, quoi. D'accord. Bien, bah, vous voyez, on s'en est quand même sorti parce qu'on n'avait pas grand chose dans le magasin. Vous êtes donc sur Radio Soupente, la station des Rapins 100 fois 100 l'Ouest sans Courbette, qui émet depuis un Garnier et diffuse sur internet à racaille.fr. Et on va passer à nos remerciements à nos chers auditeurs, enfin. Mais on en a plus que ce qui est consacré au remerciement. Enfin, bon, tout le monde ne nous écrit pas, ne nous envoie pas des chocolats et des livres pour Noël. Remerciements donc à Claude et André, nos auditeurs de la nation, les plus, on peut dire nos aînés. À Karine, dite Karine Nouzette, une amie à ma camarade Piquet-Fou, qui est une artiste émérite, qui habite dans le trou du cul du monde de la grande banlieue parisienne. Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise qui a son logis à Pugeot dans le Gard. Claude et William, les fameux de Brest, voilà, le pont de recouvrance et tout ça. Merci pour les petits cadeaux. Et les chocolats sont encore bons. Hein. Oui, les chocolats sont encore bons. On a presque tout liquidé d'ailleurs. Jean-Paul Souvraz, un peintre de Schnorr à coups de carte-branche qu'on adore, surtout son travail, mais lui aussi, il est très accueillant. Enfin, quand on était chez lui, on a un bon souvenir de son accueil. Claudine, une camarade à ma camarade, qui côtoie l'art par les livres, en tout cas, elle a une bibliothèque artistique qui fait les jaloux. Suivez mon regard. Intérieur. Jean Peduzzi, Livalloise, qui nous envoie des infos, tantôt rigolotes, tantôt tristes, mais on le remercie toujours et on le remerciera jamais assez. Corinne, notre tapissière préférée, et Joël, notre arlésienne du Caire, en vadrouille encore dans les sables du Moyen-Orient. Samy, Anne, Emmanuel et Frédéric, 2 artistes, dont Frédéric de Schnorr de Lille. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. Clément, un graveur qui touche à tous les bouts de bois qu'il peut trouver pour les graver, on pourrait même peut-être dire les sculpter. Le Vincent Van Gogh de la gravure, qui sévit du côté de Vincennes et de Montreuil. Agnès Dubar, une graveuse aussi qu'on avait rencontrée à Lille dans son petit atelier magnifique.
et qui maintenant, elle aussi, s'est tirée dans l'Ariège, voilà. Thierry Morciot, un graveur belge, mais qui reste en Belgique, c'est déjà plus proche, pour eux qui partent pas au Congo. Colette, qui est la veuve du plasticien Odo, magnifique plasticien, et Colette qui consacre sa vie à promouvoir l'œuvre de son compagnon décédé. Une œuvre magnifique, nous on l'a vu, on a vu son atelier et tout ça. Et Jacqueline Imbert, même punition, même motif, qui est veuve de Raymond Imbert, un peintre magnifique aussi, un précurseur de mon point de vue, en tout cas, le chaînon manquant entre la peinture abstraite et la peinture figurative. Et Jacqueline, qui aussi consacre son temps, sa vie, à la mémoire de l'œuvre de son mari, et aussi par un musée d'art populaire qu'ils ont construit tous les deux à Laduz, un petit village de Bourgogne, voilà, où je vous recommande d'aller, vous laisserez dépayser. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, voilà, qui elle aussi a fréquenté le milieu comment dirais-je, fantastique, avec un compagnon qui avait écrit, qui était le directeur et le créateur de la revue Midi Minuit, et puis qui a aussi été le créateur de la revue Zoom, qui à son époque, dans les années 70, était le must des revues consacrées à la photographie. Marie-Christine Perrondet et Christophe, on a vu Christophe au rassemblement en place de la République là, pour soutenir Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah, Christophe toujours en forme, qui aime toujours autant mes dessins. Voilà, et Marie-Christine qui n'était pas là, bon, mais elle y était par la pensée probablement. Cécile, tu la sens, la 5e puissance, une émission qui sévissait sur une radio concurrente, et Cécile qui a quitté cette radio concurrente avec son émission, en solidarité avec les nous autres qui avaient été virés. La Rousse flamboyante, qui est toujours sur cette radio concurrente, avec deux émissions. Flumardise et des cailloux dans l'engrenage. Voilà. Et José Arthur du Mélange, tous les dimanches après-midi, une belle émission musicale, vraiment top, hein, le camarade José Arthur. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron-Marlotte, que nous avions visité et dont nous avions fait l'interview, dans son magnifique atelier de Bourron-Marlotte, et dont on a découvert une partie de l'œuvre à la librairie L'Empreinte, toujours à Bourron-Marlotte. Voilà, une librairie qui est tenue par Florence Quenu, une ancienne de la Fondation du Buffet, c'est vous dire que c'est pas du Manifrotin, bon, Florence Quenu. Et elle a son frère aussi, qui est adjoint à la culture à la mairie de Bourron-Marlotte, et qui avait mis en place la dernière exposition consacrée à Eugène Cicéry. Eugène Cicéry, voilà, dont il a quelques œuvres lui-même, sujet lui. Voilà, et c'est dommage parce que... Ah oui, puis qui a monté une petite maison d'édition qui s'appelle... Le Sabot Rouge. Le Sabot Rouge, voilà. Et puis Colette et Alain, deux mécènes humains, je dis toujours humains parce que si vous voulez, il y en a qui sont moins humains, quoi. Et je pense particulièrement à ce type-là qui s'appelle Arnaud, voilà, milliardaire, la deuxième plus grande fortune du monde, c'est quelque chose comme c'est français, vous vous rendez compte? Voilà, et notre commissaire priseur, Christophe Lucien, dit Lulu. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr à partir de demain à 11h. Alors, à partir de mardi à 11h, voilà, parce que bon, je répète, hein, on est découvert, on enregistre le lundi en ce moment, là, puis on diffuse demain matin. Enfin, c'est ma camarade qui s'occupe de tout ça. Si elle pouvait s'occuper d'un peu moins de choses, ça serait la mort de l'émission. Et tout de suite, aux armes de Mélismel, avant de vous dire au revoir les camarades et amis de notre émission à Racogne. Ouais, salut à tous, à la semaine prochaine.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie, de la fraternité.